Comment je vous dirais bien ça? Je termine la première saison de Tête de cochon avec une femme complètement fantastique et tellement inspirante. C'est une aventurière dans l'âme qui n'a pas froid aux yeux, mais pas du tout, et qui fait rêver tout le monde grâce à ses nombreuses photos de voyage. Ce fut un réel privilège pour moi de jaser avec elle et surtout de comprendre qui se cache derrière cette globe-trotteuse fascinante. On la connaît surtout en raison de Lydiane autour du monde. Ça vous dit peut-être quelque chose? Je jase avec la pétillante Tête de cochon, Lydiane Saint-Onge. Bonne écoute! Je suis bien énervée parce que c'est la cerise sur le Sunday de la saison 1. Lydiane Saint-Onge, bonjour! Bonjour! Merci tellement d'avoir accepté l'invitation du podcast Tête de cochon. Là, je suis très contente qu'on puisse se jaser aujourd'hui. Ben merci de m'inviter. Moi, je suis très contente aussi d'être là. Je voulais commencer en te disant que l'étincelle sur ta carrière et tout ça est vraiment venue, moi, durant la pandémie, pendant que je cherchais une façon, tu sais, de pouvoir voyager, mais autrement. Je suis tombée sur ton livre Voyage 101 et là, je l'ai dévoré, j'ai trippé. Puis là, après ça, j'ai su que tu en avais écrit un avant, qui est Lydiane autour du monde. Et là, je me suis dit, OK, non, j'ai pas le choix, là. Il faut que je rentre en contact avec elle, il faut que je lui parle. J'ai donc des questions pour elle. Fait que je suis très contente qu'on puisse terminer la saison avec toi. Puis une des premières choses que je voulais savoir, parce que en lisant ton livre, on comprend qu'il y a eu un grand virage, là. Tu sais, c'est comme... il y a comme un avant et un après. Puis j'aimerais qu'on revienne un peu dans le avant, là, dans ta première carrière là, de courtière immobilière. Qu'est-ce que tu te rappelles de ça, mais surtout, comment elle était, Lydiane, à cette époque-là? Assez différente, je te dirais. Définitivement, j'étais... je pense que j'étais perdue. J'étais pas en contact avec mon essence même, avec mes aspirations, mes rêves, mon cœur, ma passion. Fait que je me considérais comme un robot, en fait. Un robot qui ne fait que se lever, se nourrir pour faire fonctionner la machine, puis répondre à des tâches de courtier immobilier. Puis c'était ça à longueur de journée, puis je me couchais le soir, puis on recommençait. Puis je me suis dit, mais mon Dieu, à un moment donné, comment je vais faire pour continuer comme ça? Tu sais, est-ce que ma machine va juste shut down parce que je m'écoute plus, je dors presque pas, je travaille comme une folle. Fait que j'étais déconnectée de mon moi intérieur, de cette petite fille qui a envie d'aventure, qui a envie de voyage, qui a envie de rencontrer des gens, tu sais, je suis une personne passionnée, je suis une personne intense, puis j'étais à l'opposé de ça dans ma carrière comme courtier. J'ai par contre adoré la carrière de courtier parce que c'est intense, parce qu'on rencontre des gens, parce que c'est pas routinier, mais de là à empiéter sur ma vie complète, où j'ai pas du tout de moment pour voir mes amis, ma famille, même pas de temps pour prendre des congés le week-end, tu sais, j'avais même pas mon week-end. Non, ça va pas, ce genre de vie-là. En tout cas, pas pour moi. Puis je me suis rendu compte que de travailler pour un succès, parce que quand je me lance dans quelque chose, je me lance intensément, je me donne des objectifs, puis tout ça. Puis ça me drivait beaucoup, mais au final, je me suis rendu compte que d'avoir de l'argent, mais ça me permettait juste d'acheter des biens quoi, comme ma maison ou mon auto, mais que ça m'apportait pas de bonheur. Fait que j'étais genre, mais ça tourne en rond, tout ça, là. C'est quoi, tu sais, la prochaine étape, ça va être de faire encore plus d'argent pour m'acheter encore plus de choses. Puis c'était vide de sens pour moi, complètement. Fait que, à un moment donné, il y avait juste cet appel-là du voyage qui criait en dedans de moi. Puis je me suis dit, ben, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça que je dois aller faire. Quitte à revenir dans une carrière plus tard, mais là, profondément, à l'âge de 26 ans, parce que c'est à 26 ans que j'ai tout lâché, c'est ça qui m'appelait le plus, puis qui
me donnait le plus l'impression que c'était le bon chemin. Puis c'est fascinant parce que ça le dit aussi dans le livre, mais t'avais une carrière florissante, là. Puis là, tu l'as dit, t'avais la maison, t'avais la voiture de luxe, la décapotable. Tu sais, c'était comme, OK, wouhou! Mais au plus profond de toi, c'était comme, à un moment donné, puis ça a pris du temps parce que le déclic semble avoir été, OK, ma petite voix m'envoie des messages, mais non. Tu sais, parce que c'est quand même un gros virage, là, que ça implique. Et est-ce que tu penses que c'est ce qu'on enseigne, tu sais, d'avoir la grosse maison, tu sais, parce que est-ce que tu avais des repères, tu sais, quand tu t'es vraiment questionné, puis tu t'es dit, OK, là, moi, c'est pas ça que je veux, mais des modèles de cette façon-là, on en voit un peu plus, mais pas nécessairement les modèles de nos parents, de nos grands-parents. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui. Ben, je te dirais que je pense que je pense que la société s'ouvre de plus en plus à dire fais ce que t'aimes, tu sais, peu importe ce qui va arriver au bout de la ligne, puis peu importe le chèque de paye au bout du compte. Mais on est quand même une société capitaliste. On est quand même une société qui admire le succès de par le chèque de paye, de par l'auto que t'as dans le cours. Ça s'éloigne tranquillement, mais on n'est pas là, mais pas du tout encore, là. Fait que des exemples, j'en avais pas tant. Je te dirais que ce qui a été un exemple pour moi, c'est mes parents, qui eux aussi étaient courtiers immobiliers, puis que 1 an et demi avant moi, eux, ils ont fait comme c'est assez. On arrête cette carrière-là de courtier immobilier. Et mon père a accepté un poste en Nouvelle-Calédonie c'est parce qu'il était avant contremaître électricien. Donc, accepter un poste comme contremaître électricien en Nouvelle-Calédonie, ma mère a décidé d'arrêter de travailler. Puis de changer d'air, et ça leur a fait un bien immense. Puis pour moi, ça m'a énormément inspirée parce que mes parents, c'était des carriéristes. Mes parents, c'est de les voir dire « Hey, à notre âge, même en ayant 3 enfants, pas à charge, parce qu'on était tous autonomes un peu, mais quand même, ils décident quand même de tout laisser leur vie derrière pour aller vivre 2 ans et demi en Nouvelle-Calédonie. » Pour moi, ça a été un immense exemple. Fait que je pense que ça a été le plus gros exemple pour moi qui m'a fait comprendre que c'est pas parce que j'avais étudié là-dedans, que j'avais dépensé de l'argent dans mes études, que j'avais une super belle carrière, que je faisais beaucoup d'argent, que je devais absolument rester là-dedans pour le restant de ma vie. Fait que je pense que ça a été la meilleure... Puis quand j'en ai parlé à mes parents m'ont dit ben oui, mais il était temps, tu sais. Il était comme... On s'y attendait à ce qu'un jour tu lâches puis que tu veuilles partir. Fait que... mais je pense que moi, j'ai trouvé mes repères surtout dans des livres un peu à caractère plus spirituel, des livres qui disent d'écouter son cœur, etc. C'est ce qui a forgé en moi cette force-là d'écouter mon cœur puis ce que ça me disait de faire, tu sais. Mais là, je pense qu'on a de plus en plus d'exemples de gens qui lâchent tout, qui s'en vont, qui sautent dans le vide. Puis ce que j'ai compris comme plus grande leçon dans tout ça, c'est que plus on fait de la place dans notre vie pour de nouvelles opportunités, plus les opportunités sont grandes. Mais si on attend, on reste dans notre job, mettons de courtier immobilier, mettons que j'étais restée dans ma job de courtier, puis que j'espérais que ça me tombe du ciel, une job qui allait me permettre de voyager, ben sûrement je serais encore en train d'attendre en ce moment. Puis j'ai l'impression que des fois, de prendre des risques, plus tes risques sont grands, plus les bénéfices peuvent être grands aussi. Ça se passe au milieu des actions, mais ça se passe aussi dans sa vie. Je pense que de faire un immense ménage puis de se lancer dans le vide pour se dire hey, coûte que coûte, moi je suis mon cœur, on s'en fout du résultat, on s'en fout de qu'est-ce qui va arriver après par la suite. Je sais que je vais triper, tu sais. Ben j'ai fait ça puis c'est ce qui m'a amené maintenant à être qui je suis, à juste vivre de ma passion, à voyager, travailler, à faire du plein air, à faire des activités sportives, puis à avoir mon entreprise qui me ressemble, puis qui est collée à mon identité. J'adore ça. Tu t'es rallié finalement à ta vraie raison d'être. Tu sais, c'est exact. Comme... Là, il y a plein de choses que tu dis. Là, je suis comme, OK, on va où? Mais quand t'as pris cette décision-là, là, t'as tout vendu. Là. Puis là, tout ce que t'avais, c'était dans ton sac de voyage. Moi, il fallait que je t'en parle parce que là, je me disais, oh mon Dieu, puis ça, tu le dis aussi dans le livre, là, ça crée un vertige. Puis,
j'ai fait le test cet été, j'ai acheté mon premier sac de voyage parce que c'est des projets qu'on a et tout ça. Et j'étais angoissée de choisir ce que j'allais prendre. Puis là, je pensais à toi, puis je me disais, oh mon Dieu, OK. Puis pourtant, on travaille, mon chum et moi, à cette espèce d'esprit-là, tu sais, de se libérer du matériel pour faire de la place. Puis ça a vraiment un impact direct sur notre mental puis sur notre vision de vie, là, ça, c'est clair. Tu pouvais compter en moins d'une minute tout ce que tu possédais. Ouais. Comment on fait ça? Puis je sais que c'est un processus puis que c'est pas tout le monde qui est prêt à ça, mais qu'est-ce que tu retiens de ça? Parce que je veux dire, tu partais réellement avec ton pack-sac, puis c'est comme, go, je saute, je pars. J'ai compris, en fait, que j'avais pas besoin de plus pour vivre la plus belle vie. C'est comme, en fait, tout l'encombrement que j'avais d'une maison, des vêtements, une voiture, m'amenait pas à être plus heureuse. Puis quand j'ai réduit ça à un sac à dos, puis que je me suis permis de vivre la vie que j'avais le goût, ben, je me suis rendu compte qu'il me fallait juste ça pour vivre une vie heureuse. Fait qui ne dépend pas du matériel. J'ai compris qu'on pouvait vivre simplement, puis qu'il suffit juste d'ajuster nos dépenses par rapport à l'entrée d'argent qui rentre, tu sais. Dans le sens que j'étais pas pauvre, là. Mm-hmm. J'avais juste pas de dépenses. Fait au final, puis tu sais, pour mes premières années où j'ai commencé à démarrer Lydiane autour du monde, puis que j'ai commencé à avoir des petites entrées d'argent, c'était minime. Mais parce que je ne détenais pas de maison, d'appartement, que j'avais pas de dépenses à côté, ben mes seules dépenses, c'était de me nourrir. Puis quand je revenais au Québec, ben j'étais logée par quelqu'un qui me logeait gratuitement. Ou à un moment donné, ben je me suis pris un petit appart, ça me coûtait 250 par mois. Hein? Fait que j'avais une chambre dans un grand appart avec d'autres colocs. Puis il y avait rien de plus stressant que ça, tu sais. Fait que je pense qu'on peut tout le temps s'ajuster en fonction de pas se mettre un stress supplémentaire. Mais là, tu me dirais de refaire l'exercice maintenant, à mon âge, puis de dire je vends tout, puis je repars. J'aurais une petite angoisse, là. Oui, mais là, ça a évolué, d'ailleurs. Oui. Là, on y reviendra tantôt, là, parce que c'est ça, il y a comme le avant, il y a la pandémie et tout ça. Mais à cette période-là, est-ce qu'il y a des doutes qui t'habitent? Oui, tu prends un risque, puis tu sais que tu suis ton cœur, puis c'est vraiment là où tu veux t'en aller. Mais ça doit venir avec une part de peur et de doute dans ce genre de transition-là. Oui, puis ça serait vraiment mentir de dire que j'avais pas de doute, là. J'ai quand même une force intérieure assez importante. Fait que je me remets en doute, mais pas tant que ça. Mais il y a un seul doute qui restait. Puis c'est celui de me dire, j'ai-tu bien fait par rapport à ma carrière de courtier immobilier? Parce que ma carrière de courtier immobilier, la journée où tu laisses tomber, tu déménages tes clients vers un autre courtier immobilier, ben tu repars à zéro, là. Mais repartir à zéro comme courtier immobilier, là, hey boy, attache ta tuque. C'est du démarchage. C'est pas comme reprendre une job, là, comme reprendre un poste. C'est vraiment pas ça. Il faut que tu recommences à démarcher tes clients. Faut que tu ailles chercher des nouveaux clients. Pour que la roue commence à tourner, ça peut prendre des mois et des mois et des mois. Fait que je me suis dit, wow, est-ce que c'est une erreur? Est-ce que je crache sur une belle carrière? Puis que c'est juste un petit trip de jeunesse. Puis dans un an, je suis revenue, puis je retombe à zéro, tu sais. Fait que, ouais, ça a été mon plus gros doute, celui par rapport à ma carrière. Et finalement, ça a été répondu assez rapidement, là, au bout d'un an, après être partie. J'avais démarré une page Facebook un peu pour le plaisir. Puis cette page-là est devenue virale. Puis au bout d'un an, j'avais l'appel de certains commanditaires qui voulaient me donner un mini montant d'argent juste pour me permettre de continuer à voyager, en fait. Puis ils me donnaient de l'équipement, tu sais. Puis j'ai comme fait, wait a minute, je peux-tu gagner de l'argent à voyager? Puis à partager ça sur les réseaux sociaux, pour moi, ça faisait aucun sens. Et c'est de même que je me suis dit, OK, bon, mais je vais continuer une autre année. J'ai assez d'argent pour continuer un petit peu. Puis là, oups, si l'émission de télé est arrivée, j'ai encore un peu d'argent pour continuer à voyager. Et ça a été de même à chaque année où je me suis dit, j'ai pas besoin de retourner dans une carrière X, Y, Z. Je gagne assez d'argent pour continuer à vivre. Fait que, et là, à un moment donné, le besoin a été de dire,
je veux voyager un peu moins parce que j'avais besoin de m'enraciner à quelque part. Là, j'étais tannée de dormir sur un divan dans un appartement qui était pas le mien. J'étais tannée de pas pouvoir aller dans un cours de yoga, de pas avoir une mini routine soit-elle, d'avoir 2-3 morceaux de vêtements supplémentaires. Fait qu'il y avait comme ce désir-là. J'avais passé mon trip à un moment donné. Je pense que ça s'est arrivé peut-être après 3 ans, 3-4 ans de 3 ans de va-et-vient entre des gros voyages puis le Québec. Et mon désir de peut-être faire un 6 mois. Donc 6 mois au Québec, séparé en semaines et autres, puis un 6 mois à l'étranger. Et tranquillement, pas vite, ben là, oups, OK, bon, mais là, j'ai peut-être un fardeau financier un petit peu plus grand. Là, j'ai un appartement, etc. Donc, puis finalement, ben les revenus sont venus avec ça aussi. Crime, plus de commanditaires, plus de beaux partenariats, etc., etc. Puis, et maintenant, ben, c'est rendu que c'est une vraie carrière, là. C'est une vraie job à plus que temps plein, là. Mais c'est fou parce que dans le premier voyage que tu illustres, là, quand t'es parti en Indonésie, t'es allé rejoindre une amie là-bas, puis tu sentais... Ben, en tout cas, je pense que c'est à partir de quel moment t'as commencé à ressentir l'impact que t'avais? Parce que oui, la page prenait de l'ampleur, mais il s'est passé comme une Saint-Jean bien spéciale, là, tu sais. Je sais pas si tu t'en rappelles, moi, ça me fait rire quand j'ai lu ça. Je veux que tu nous racontes ça. Ben, je pense que, en effet, tu t'identifies quand même bien un point tournant, en tout cas pour moi, où j'ai comme fait, je suis capable de réunir autant de gens parce que ce que je m'étais dit, j'étais en Indonésie, justement, puis j'allais passer la Saint-Jean en Indonésie, à Bali. Puis j'étais comme, je m'ennuie un peu, tu sais, du Québec, puis tout ça. Puis je savais qu'il y avait, tu sais, j'étais peut-être rendue à une communauté d'à peu près 25 000 abonnés à ce moment-là. 25-30 000 dans ces coins-là. Puis, je vais faire un appel à tous, tu sais. J'organise une Saint-Jean à Bali, à Kuta, plus exactement. Eh bien, il y a eu 80 Québécois qui se sont présentés. Mais c'est fou! 80 Québécois. Je savais même pas qu'il y avait 80 Québécois sur Bali, là. Mais le fun qu'on a eu, c'est encore aujourd'hui un de mes plus beaux souvenirs à vie. Ah oui! Cette Saint-Jean-là de Québécois dans Bali, on était habillés en bleu, on avait des drapeaux du Québec. J'avais genre bloqué la rue pour que tous les Québécois traversent. Tu sais, comme si... Puis je m'étais vraiment bien organisée, là. Quand j'ai vu qu'il y avait bien du monde qui allait se présenter, j'avais réservé des places dans des bars. On avait un buffet à volonté de bouffe. Aïe. On avait de l'alcool à volonté. C'était fou, là. Genre, on avait 3 bars à faire, puis on se faisait attendre avec des shooters, de l'alcool, puis toute la patente. C'était débile mental. J'ai vraiment passé une belle soirée, mais ça m'a aussi dit, mon Dieu, je peux réunir du monde. Fait que j'en avais fait un autre après ça par la suite. Ah oui? Ouais, j'avais réuni des gens en Nouvelle-Calédonie parce que j'étais allée rejoindre mes parents en Nouvelle-Calédonie. Puis, en Nouvelle-Calédonie, il y avait une grosse communauté de Québécois. Fait que je me suis dit, j'organise un party de Québécois en Nouvelle-Calédonie. Il y avait eu 60 personnes chez mes parents. Je pense qu'il va y avoir combien de monde? On sait jamais, on le sait pas. Mais sois ouverte. 60 personnes s'étaient présentées en Nouvelle-Calédonie. Mais bref, fait que ça m'avait quand même donné une petite idée de l'ampleur. Puis le nombre de questions que je recevais aussi par jour par rapport à « tu me conseilles quoi en Thaïlande? Tu me conseilles quoi en Indonésie? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Quel hébergement? Quel resto? Quelle activité? » Fait que j'étais comme « tu sais, puis j'aimais vraiment ce côté-là de conseiller, puis guider les gens ou même rencontrer du monde, tu sais. Il y avait plein de monde qui m'écrivait « Hey, on est à la même place. Ça te demande qu'on aille prendre un café? » Mais fait que ça a été pour moi là autant bénéfique pour mon bien personnel de juste être en communication avec du monde. Puis ça me faisait aussi du bien parce que ça me gardait en relation avec le Québec. Je le perdais pas complètement cette relation-là avec mon Québec, tu sais. Puis autant que ça a été bien utile pour bien des gens qui voyageaient à ce moment-là. Ah, c'est sûr. Il y a un autre... ce voyage-là, je veux dire, en lisant, m'a marqué beaucoup. Puis j'ai sorti un extrait parce que, pour remettre un peu les gens en contexte, les 2 premières semaines, tu étais allée rejoindre une amie là-bas, je crois. Puis... vous étiez tombé sur une affiche d'un événement, je sais pas si ça te rappelle, puis vous aviez fait comme une après-midi yoga, danse. Oui. Et
je te relis un passage, puis je veux qu'on en jase après. OK. J'aimerais que vous repensiez à ce moment de pur abandon qui vous habitait pendant que vous dansiez. N'hésitez pas à vous reconnecter à cet instant plusieurs fois par jour. La vie est un feu de joie continue que vous donnez la chance de laisser tomber l'envie de plaire aux autres, que vous vous acceptiez pleinement ce que vous êtes sans rien vouloir changer. Et ça, c'est à quel point pour toi le pouvoir des mots et des rencontres que tu as eues au fil des années résonne encore chez toi aujourd'hui? C'est sûr que ça résonne encore chez moi, puis je pense que c'est plus conscient, c'est rendu subconscient, c'est rendu intégré. Toutes ces mini-expériences-là et toutes ces belles rencontres-là que j'ai faites ont permis d'être qui je suis maintenant aujourd'hui, d'être un être beaucoup plus épanoui, beaucoup plus ouvert, moins de jugement envers les différences, dans l'acceptation, dans vivre sa vie, mordre dans sa vie à fond. C'est drôle parce que je viens de faire un... En fait, ce que tu viens de me lire, c'est du transdance qu'on appelle. OK. Ça se passait en après-midi. On était une centaine de personnes à danser, mais danser comme tu danses pas dans un bar, là. Danser avec les bras dans les airs, à faire des pirouettes, à courir, tout en profitant de l'énergie du groupe, c'est incroyable. Ben, j'en ai fait un ce week-end. Ah oui? J'étais dans une retraite de yoga et méditation, puis on avait un transdance samedi soir. Ça m'a fait un bien immense et ça m'a rappelé mon transdance que j'avais fait à Bali. De vivre, de se permettre de vivre sa vie pleinement comme on l'entend, en étant soi-même, sans même y avoir un filtre ou sans même essayer de plaire justement aux autres. C'est ça le transdance, tu sais. Puis pour moi, là, OK, la plus grosse constatation la plus grosse réalisation que je viens d'avoir ce week-end, puis que j'avais peut-être oublié, parce qu'il y a des choses, il y a des leçons qu'on apprend durant notre vie, puis qu'on oublie, puis qu'on réapprend, puis on fait comme « Oh, pourquoi j'ai oublié ça? » Que la liberté, je comptais beaucoup. Pour moi, la liberté, ça a toujours été hyper important dans ma vie. Ça a toujours été le critère numéro un de ce qui dicte toutes mes actions dans ma vie. Et j'ai tout le temps comme géré ça comme une liberté physique. Liberté physique de dire que je peux partir en voyage quand je veux, que je peux lâcher mon travail si ça me tente, que je peux aller prendre un café en plein après-midi ou aller faire une randonnée. C'est ça pour moi la liberté comme physique. Et en fin de semaine, je me suis dit, mais la plus grande liberté qu'on peut vivre, c'est la liberté d'être soi. De se permettre d'être soi-même dans toutes les occasions de sa vie. De rayonner sa personnalité sans filtre, sans limite. Et j'ai comme fait, mais j'avais déjà appris ça, tu sais. Parce qu'en voyage, parce que tu connais personne, parce que t'es dans un autre contexte, on dirait qu'on se permet d'être soi pleinement. Puis quand on revient chez nous, au Québec, ou qu'on revient dans notre milieu habituel, oups, on se refaçonne, on se remoule pour plaire à la société, plaire aux autres. Et des fois, on s'oublie. Puis en fin de semaine, je me suis juste rappelé, mais non, mais c'est ça la plus grande liberté. Peu importe si on peut voyager ou non, qu'on peut se permettre d'aller en randonnée ou non, la plus grande liberté, c'est d'être soi. Fait que bref, une grosse révélation en fin de semaine. Fascinant, j'adore ça! Est-ce que, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, est-ce que tu as trouvé des façons de respecter ça, ou du moins d'être vraiment en symbiose avec ça, même quand tu es au Québec, ou tu sais, y a-tu des trucs que tu as développés, ou une façon de penser que, quand tu as l'impression de reprendre une mauvaise habitude, tu te rappelles ça, ou tu sais, concrètement, là, ça se traduit comment? Très bonne question. Je pense que ça se passe à travers le yoga, un peu de méditation. Ça se passe à travers un souper avec mes bonnes amies qui me permettent d'être moi-même, tu sais. Puis
ça se passe dans, des fois, le détachement d'une situation pour laquelle j'avais la face dedans, puis que, oh mon Dieu, c'est dur, nanana. Puis là, tu te recules, puis tu te dis, mais voyons, c'est rien tout ça, là. Là, on est pris dans nos petits problèmes, dans nos petites affaires, mais la vie, c'est tellement plus grandiose que nos petits problèmes, puis nos petites... Puis de me rappeler un peu ça, puis des fois, de juste marcher dans la rue, puis de me rappeler mon état d'esprit quand je suis en voyage. De le regarder avec des yeux neufs. Puis de regarder des fois mon quotidien d'une autre façon, avec des yeux neufs. Fait que ça, c'est comme un peu plus pour la liberté physique, je dirais. Mais qui me rappelle un peu mes voyages, puis qui me fait vraiment du bien. Fait que je te dirais que je vois pas nécessairement des petites affaires très, très concrètes. Mais des fois, de juste me rappeler mon état d'esprit en voyage me fait du bien. Des fois, sinon, juste de repartir une fois de temps en temps, puis tu fais comme, ah oui. Ah oui. Je l'oublie pas. Je n'oublie pas cet état d'esprit. Je le ramène avec moi cette fois-ci. Puis quand t'es trop pogné dans ton quotidien, ben c'est le temps de repartir. Oui. C'est un bon signe, là. Oui, c'est un bon signe. Tu repars 2 semaines, puis tu reviens, puis t'es comme, ah oui. OK, parfait. Je suis prête à repartir. Tantôt, tu parlais de... Ça, moi, j'étais bien curieuse par rapport à ça. T'en as parlé aussi dans ton livre, de certains livres que t'as lus, que t'as relus, mais qui sont comme des outils, là, que tu voyages avec eux. J'aimerais ça que tu nous en parles, parce que ça semble être quelque chose qui, potentiellement, peut outiller aussi les autres. Quand on est perdu ou qu'on a besoin de sens, des fois... un livre là, peut faire toute la différence. Ah, ça, c'est vrai. Mais moi, il y a un livre qui avait fait vraiment toute la différence dans ma relation avec l'argent, avec le succès, avec la loi de l'attraction, là, la fameuse loi de l'attraction que quand tu souhaites quelque chose ardemment et de tout cœur, ben que ça l'arrive. Bon, mais ce livre-là, ça s'appelle « Demandez et vous recevrez ». Puis c'est un livre qui, pour moi, a changé énormément de choses et que j'applique encore constamment. Et quand j'ai vraiment un souhait ou quand je veux vraiment quelque chose, il me suffit de l'écrire, d'y penser, d'y réfléchir, d'envoyer des belles énergies là-dessus et ça va se concrétiser. On s'entend, je suis pas en train de souhaiter des choses mauvaises, je souhaite des choses qui sont vraiment en lien avec mon cœur puis qui font du bien. Puis je pense que j'ai l'impression que l'univers reconnaît aussi que c'est des beaux souhaits, là. Tu sais, que c'est pas des souhaits juste « Ah, je veux 100 $. Non, c'est pas ça, tu sais. C'est plus profond, tu sais. Fait que, ouais, d'oser demander à l'univers ou à whatever, là. D'oser demander, puis souvent on va être surpris, mais ça pourrait se réaliser. Puis plus rapidement qu'on le pense des fois. Fait que moi, ça, c'est un gros livre qui m'a bien fait réfléchir. Le pouvoir du moment présent, bien sûr, de Eckhart Tolle. Il y a aussi Le bonheur selon le Dalai Lama, qui est un livre que j'avais lu qui m'a appris beaucoup sur le non-jugement des autres, sur la compassion, sur l'amour. Tu sais, quand quelqu'un est fâché ou autre, c'est d'envoyer un peu d'amour, c'est d'essayer de se mettre dans ses chaussures puis de dire il a peut-être pas eu une bonne journée aujourd'hui, il vit peut-être quelque chose de difficile en ce moment à la maison ou autre, tu sais. Fait que des fois de remettre un peu les choses en contexte au lieu de réagir promptement puis de se faire t'es un crise de cave. Fait que non, ça m'a vraiment aussi changé au niveau de mes relations autres, je dirais là. Fait que mais je continue de m'alimenter de ce genre de livre-là, ça me parle beaucoup. Un des passages qui m'a marqué aussi, je reviens beaucoup à ton livre, là, je le conseille à tout le monde, Lydiane autour du monde, allez lire ça, c'est capoté. Ça, je pense que c'est un voyage, puis tu étais encore courtière à l'époque, c'était en Afrique. Oui. En Namibie, je crois. Exact. Partie 2 semaines. Non, 4. Ah, bon, vois-tu, Gab, je le connais, mais t'es encore mieux pour me le dire, c'est pas mal toi qui l'as vécu. Mais il y a un passage là-dedans, mais il y a 2 choses qui m'interpellent, puis je pense que c'est en lien indirect avec ta tête de cochon, c'est ton instinct, mais aussi ton écoute. Puis par rapport à la relation que tu as développée avec les guépards,
tu sais que là, je lisais ça, puis j'étais comme, OK, c'est à un autre niveau. Peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé dans ce voyage-là par rapport à ces animaux-là? Pour moi, les guépards, ça me fascinait énormément. Puis tu sais, je travaillais comme bénévole sur une réserve animale, puis bon, on avait de toutes les sortes d'animaux, dont des guépards. Puis j'avais vraiment une grosse fascination pour ces animaux-là. Et il y avait un enclos de guépards qui était un peu farouche, mais que certains bénévoles étaient capables d'approcher en général, tu sais. Puis il y en a un qui m'avait dit, tu sais, pour approcher des animaux, il faut que tu les laisses t'approcher. Fait qu'il dit, il faut qu'ils te fassent confiance, etc. Fait que moi, jour après jour, j'allais m'installer dans l'enclos. Puis là, tu sais, il y a des heures fixes, là, parce qu'il faut pas qu'ils viennent juste de recevoir de la nourriture. Parce que là, ils vont vouloir protéger leur nourriture, ce qui fait du sens. Puis ils doivent pas avoir faim non plus. Hein? Tu sais, on se donne des chances. Il y était 4 guépards là-dedans, dans cet enclos-là. C'est un gros enclos, là. On parle de peut-être pas un terrain de football, mais une moitié de terrain de football, mettons. C'est ça, l'enclos. Fait que moi, je rentrais dans cet enclos-là. J'allais m'asseoir à un endroit. J'allais lire mon livre, puis je revenais à cet endroit-là à tous les jours. Je venais lire mon livre, puis une fois de temps en temps, je voyais une petite tête qui me regardait là, au loin. Là. Il sentait dans les airs. Il s'en retournait. Puis là, tranquillement, pas vite, ouf, il arrivait plus proche. Plus proche, puis pour qu'à un moment donné, il y en ait un qui décide de venir se coucher à côté de moi. Puis là, j'étais genre, oh mon Dieu, ça se passe. Ils viennent. Et là, le premier, il s'est couché là. Peut-être que c'était comme l'ambassadeur du groupe, là, ça. Puis par la suite, ils sont venus les 4 se coucher très, très près de moi, dont un qui me lichait la jambe. Et je me souviendrai toujours de sa langue hyper rugueuse. Une langue de chat, c'est rugueux, mais une langue de guépard, ça t'arrache la peau, s'il veut. Mon Dieu, OK. Comme ça, c'est du papier sablé, là. Fait que j'étais genre, je suis contente, mais pas tant, il faudrait que t'arrêtes de licher bientôt. Mais j'en avais les yeux pleins d'eau de voir qu'ils m'ont fait confiance, tu sais, puis qu'ils sont venus proches. Je pense que j'avais réussi à en flatter un. Celui qui me lichait, je pense que j'étais capable de le flatter un peu sur la tête. Mais juste d'avoir acquis cette confiance-là des animaux, je trouvais ça complètement exceptionnel. Puis il y a une photo justement là, qui a été prise par un bénévole parce que je m'assisais plus près de la barrière, si on veut, là. Puis il m'avait vu avec les 4 guépards, puis il était comme, c'est magique. Puis il avait pris une photo, puis j'avais les yeux pleins d'eau, ému par cette situation-là. Il y a un passage de, justement, quand tu parles de ça, tu disais, ils sont régis par leur instinct et l'instinct ne s'intellectualise pas. C'est une pulsion, un regard, une certitude. Pour toi, c'est quoi la définition de l'instinct? T'sais, est-ce que en leur présence, instinctivement, tu savais qu'ils n'allaient pas te faire mal? C'est quand même fascinant, là, parce qu'ils sont dans une réserve, mais ça reste quand même des animaux sauvages. Bonne question. Dans le sens que, j'avais j'avais la certitude qu'il y allait pas... J'étais pas une menace pour eux, mais c'est toujours ça aussi, c'est de penser, est-ce que je représente une menace? Est-ce que je suis au bon moment, au bon endroit? Est-ce que en lisant mon livre, je représente une menace? Est-ce que j'émane cette genre d'énergie-là? J'ai l'impression que eux pouvaient sentir ça, mais autant qu'il y a eu d'autres situations en Namibie, justement, où je me suis sentie en danger face à des animaux. Donc, mon instinct me disait, fais-toi grande, fais-toi forte, regarde-le dans les yeux pour les dominer. Puis ça, je m'étais fait un peu enseigner ça, parce que sinon, c'est eux qui vont te dominer. C'est eux qui vont t'attaquer. Fait que... mais autant qu'à ce moment-là, je me sentais pas du tout en danger. Fait que, tu sais, je pense que notre instinct peut parler très fort, là. Puis pas juste dans des situations avec des animaux, là. Oui, à plein de moments dans notre vie. Je sais que tu as vécu plein de choses à travers le monde. Est-ce que tu as vécu des moments, justement, ben là, tu as fait référence à certains animaux là, où tu t'es senti en danger, mais
c'est quoi ton rapport à la peur? Parce que c'est confrontant, là. Je veux dire, quand tu pars seul, tu t'en vas découvrir en même temps quelque chose de super exaltant, mais ça vient avec certains risques, certaines régions qui sont moins sûres, moins sécuritaires. C'est quoi ta vision de ça? Il y en a beaucoup si tu parles à mes amis, il y en a beaucoup qui vont te dire que Lydiane, elle a pas peur. C'est vrai que ma tolérance de la peur, elle a jamais été très élevée. Ben, en fait, mes peurs ont jamais fait partie nécessairement tant que ça de ma vie. Puis c'est drôle, il y a d'autres peurs que c'est niaiseux que j'ai, que les gens comprennent pas, puis sont comme, t'es capable d'aller faire ça, mais ça, t'as peur? Really? Mais ma notion de la peur, elle est dangereusement pas élevée. Ça, il faut le dire. Maintenant, pour moi, ça a toujours été, s'il y a pas de risque, admettons, si j'en meurs pas, ben c'est pas dangereux. Ça a souvent été ça mon motto. Fait que, bah, j'en mourrai pas, parfait, je le fais. Ou, les chances de mourir sont pas si grandes, on va l'essayer. Fait que j'ai poussé loin, des fois, beaucoup trop loin. Fait que pour moi, la peur n'a jamais dicté mes actions, en général. Mais dans d'autres contextes, oui. Ma plus grande peur, c'est l'engagement. C'est la routine que j'ai surmonté à travers le temps en rencontrant des bonnes personnes comme mon chum en ce moment, qui m'a fait comprendre qu'il y a rien de mal à s'engager, puis que ma vie se termine pas là quand je suis en couple, puis que ça va pas devenir plate et routinier, puis que je vais me faire retenir de voyager, tu sais. Fait qu'il faut juste trouver la bonne personne. Puis mon autre peur, c'était d'avoir des enfants, tu sais. C'est fascinant, là. Pour moi, ça, c'est ce qui est le plus déroutant dans ma vie. Puis pourtant, tu parles à d'autres femmes que pour eux, c'est genre, mais c'est leur plus grand désir. Puis eux, ils partiraient jamais à l'étranger toutes seuls ou travailler sur une réserve animale à côtoyer des animaux hyper dangereux. Tandis que moi, je choisirais ça 1000 fois plus. Puis que ça serait beaucoup plus facile pour moi que de me lancer dans le projet d'avoir des enfants, tu sais. Fait que je sors énormément de ma zone de confort en prenant la décision d'avoir un enfant qui est en train de grandir en moi. Mais ce qui m'a permis de me lancer dans ce projet-là, c'est de me dire, c'est pas vrai que mes peurs vont m'arrêter. C'est pas vrai que mes peurs vont m'arrêter dans des projets grands, puis que la seule raison pourquoi j'embarquerai pas, c'est parce que j'ai peur. C'est ridicule. Fait que c'est de même que j'essaie de me rattraper puis de me dire non. Les peurs sont là, oui, pour me flaguer, pour me dire attention, situation dangereuse, parfait. Les peurs, c'est fait pour ça. Mais quand des peurs, ça freine des actions qui sont tout à fait normales, des actions qui te sortent de ta zone de confort, puis que c'est des peurs qui t'empêchent de faire ça, c'est là qu'elles ne devraient pas avoir leur place. C'est là que je les envoie aux oubliettes. Ils reviennent une fois de temps en temps, j'écoute mes peurs, je les renvoie aux oubliettes. Puis j'essaye de passer par-dessus ça parce que je sais que c'est pas fondé. Je sais que c'est pas nécessaire d'avoir ces peurs-là. C'est fascinant. Ça illustre en fait un grand trait de ta tête de cochon, tu sais, parce que la gestion de la peur, c'est unique à chacun, mais ouais. D'être capable d'avoir en fait, de les intellectualiser finalement, puis de faire, attends un peu, là, ça c'est-tu rationnel? Est-ce que j'ai à me soucier de ça ou pas? Puis c'est fascinant parce qu'il y a des humains qui passent leur vie à apprendre à faire ça, là. C'est... Fait que, en tout cas, dans certains cas, là, il y en a qui sont plus anxieux que d'autres et tout ça. Est-ce que tu considères que c'est de la façon que t'es... comment, en fait, tu penses que tu as appris à gérer ça, parce que c'est, en quelque sorte, des fois, c'est de l'adversité, mais de l'adversité qu'on se crée, là, qui n'a pas lieu, nécessairement? Mais je pense que je le suis depuis que je suis toute petite, tu sais. Ça a toujours été un trait de caractère. Tu sais, mes parents me disaient, là, ça n'a pas de sens. Tu grimpais partout. La peur n'existait pas, tu sais. Puis à un moment donné, ils m'ont perdu en forêt. Ils m'ont retrouvée au bout de 2h30, pas en train de pleurer, là. Je jouais dans le sable. Je jouais dans les feuilles. Je m'en foutais qu'il n'y ait plus de parents autour de moi, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression que ça a jamais été
un gros trait de caractère, même que ça aurait... Tu sais, que mes parents, ils se tapaient, ils étaient comme, oh mon Dieu. J'ai demandé à mes parents, à un moment donné, d'aller vivre à Londres. Puis je voulais pas y aller avec les parents, là. Je veux y aller toute seule. J'ai 9 ans. Je veux y aller toute seule. Moi, je vais aller vivre à Londres. Ça me faisait pas peur. Puis les trucs casse-cou, non plus. Les affaires extrêmes, ah ouais, amène-en. Tu sais, je me souviens, j'avais demandé à mon père, peux-tu tricher? Puis on va prendre le manège qui vire à l'envers, tu sais. Puis on peut tricher sur ma grandeur. Oui. Puis il avait accepté de le faire. Et il disait qu'il était sûr que j'allais sortir par le truc au milieu parce que j'étais trop petite. Fait qu'il m'avait tenue dans les loups. Puis moi, j'avais tripé ma vie, là. Tripé, là. Fait que c'est ça. Je pense que mes parents, ils se sont tout le temps un peu confrontés à une fille intense qui a pas tant ces peurs-là qui font partie de leur vie, tu sais. Fait que c'est quelque chose d'inné, là. J'ai l'impression quand même. Après ça, les autres peurs qui viennent, comment j'ai, tu sais, mettons des peurs d'engagement et autres. Je sais pas qu'est-ce qui fait que je suis capable de prendre un pas de recul là-dessus puis de les identifier puis de faire comme non. Mais je pense que c'est un peu à travers tous les livres que j'ai lus, le yoga, la méditation, l'introspection. Quand tu fais de l'introspection, ben, veux pas, tu prends un pas de recul aussi sur ce que tu vis, t'es capable de nommer tes émotions. Puis pour moi, ça me permet de travailler sur moi puis de m'améliorer puis d'identifier rapidement les petits problèmes, les petites choses puis de passer par-dessus, on dirait. Là, le prochain point, Lydiane, c'est la pandémie. Okay. Parce que, en fait, c'est que je veux savoir quel impact que ça a eu, parce que, bon, tantôt, tu disais que tu as été comme un 3 ans où là, tu voyageais un peu plus. À un moment donné, tu as ressenti le besoin de te calmer un peu, juste 6 mois, tu sais, par année. Est-ce que ça a eu un impact sur ton travail, sur ta vision du voyage? Parce que pendant un moment, tu ne pouvais plus voyager. Bon, ça s'est restructuré de différentes façons, mais à quel point... c'est ça. C'est quoi les impacts que ça a eu sur Lydiane? Des gros impacts quand même, là. J'ai eu un petit moment de panique. Puis ça, j'ai eu un petit moment de « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je vais faire? » Parce que du jour au lendemain, on annulait tous mes contrats, tous mes séjours. Je me retrouvais avec, pour vrai, $0 qui allait rentrer dans les prochains mois. $0. Puis j'étais genre « Oh! » Est-ce que, tu sais, Lydiane autour du monde, c'est la fin de Lydiane autour du monde? Mm-hmm. Fait que ça m'a quand même fait un peu paniquer. Pour comprendre, pour prendre un pas de recul, encore une fois, puis faire genre, hey, j'ai toujours trouvé des solutions dans la vie, là. Je suis débrouillarde. Fait que si c'est ça qui arrive, puis que c'est terminé, puis que je fais autre chose, ou peu importe, ben, je ferai autre chose. J'ai une confiance en mes capacités de me retrouver un autre travail ou ça sera ça. Puis à ce moment-là, je me suis dit bon ben, il reste juste à profiter de cette pause forcée parce qu'il y a bien juste ça qui pouvait m'arrêter. Oui. Clairement. Puis pour vrai, ça m'a fait du bien. Je suis partie vivre chez mes parents. J'ai laissé mon appart à Montréal, puis je suis partie vivre chez mes parents. J'étais genre c'est pas vrai que je vais passer mes soirées sur Netflix ou en virtuel. Non, on va aller chez mes parents, on va jouer aux cartes au moins le soir, puis ça va être le fun, tu sais. On va se faire de la bouffe ensemble. Est-ce que tu l'avais gardé ou t'as comme gardé. Tout... OK, tu l'as gardé, mais t'es partie chez tes parents. Ouais, j'étais comme fuck off. Je le paye dans la vide, mais c'est pas grave. Parfait. Puis je suis allée chez mes parents, mais tu sais, ça a duré, pour vrai, c'est les 2 premiers mois, là, les 2 mois où on a été absolument confinés. Bon, c'est les 2 mois où j'ai payé mon appart dans le vide puis que j'étais chez mes parents, si on veut. Puis ça a été une super belle expérience. Et c'est là que je me suis fait une routine, je me suis amusée à me faire une routine. Puis j'ai essayé de revoir mon quotidien d'une autre façon. Puis je me suis dit, ben, c'est de l'aventure. On redéfinit l'aventure d'une autre façon. J'essaie de faire de mon quotidien quelque chose de vraiment cool. Puis après un mini bout de temps, j'ai réalisé, ben crime, je vais mettre du temps sur ma boutique en ligne. Encore plus, tu sais, je vais travailler là-dessus, puis je vais juste développer ça encore plus. Si on peut plus faire de voyage, ben j'ai encore ma boutique en ligne qui fonctionne bien.
Fait que j'ai commencé à mettre énormément de temps là-dessus, puis c'est ça qui me gardait motivée. J'avais plus de séjours à l'étranger, j'avais plus de trucs à faire avec Lydiane autour du monde, l'influenceur. Mais ma boutique en ligne fonctionnait très bien, roulait. Les gens avaient le goût d'acheter local. Fait que pour moi, ça a été une source de motivation tous les jours de me dire, bon, ben je mets un 3, 4, 5 heures sur ma boutique en ligne, je travaille là-dessus, je fais de l'idéation, puis etc. Pour faire avancer ça, tu sais, puis pour stimuler mon cerveau à chaque jour aussi. Puis finalement, ben quand l'été est arrivé, moi mon chum, lui, il habitait à Québec, fait qu'il m'a comme convaincue de dire lâche ton appart à Montréal, viens donc vivre à Québec là, puis on essaye, tu sais, on est en pandémie, whatever, on l'essaye. Fait que c'est ça qui est arrivé, je me suis pris un appart à Québec avec mon chum, on a décidé de vivre ensemble là-bas. Fait que j'ai découvert une nouvelle ville. Fait que j'étais aussi, tu sais, dans un changement d'air aussi, ça fait du bien. Et cet été-là, ça a été un été de fou, là. J'ai eu plein de contrats parce qu'on a pu comme recommencer à vivre le premier été de la pandémie. Fait que j'ai eu plein de contrats. Finalement, la vie est repartie à 100 000 à l'heure. Et depuis ce temps, la vie ne s'est pas calmée. Ah oui, encore? Ah oui. Là, l'été qui vient de passer cet été-ci, là, ça a été mon plus gros été à vie. J'ai jamais été autant débordée, beaucoup trop même. Là, des fois, des petits clins d'œil de ma vie passée de courtier immobilier me rappelaient que je devais pas refaire les mêmes erreurs. Là. Mm-hmm. Puis là, en plus de ça, j'étais enceinte, mais je suis toujours enceinte. Ben oui. Fait que, tu sais, je menais ma vie à 100 000 à l'heure avec un bébé qui grandit en moi, en faisant 1001 activités, défis sportifs et autres. Je me la suis donnée pas facile, mettons. Mais ça a été trippant, là, mais my God que ça a été intense. Fait que la pandémie a eu un effet, mais un bel effet au final quand même. Tu sais, j'ai eu une petite pause, puis après ça, ben mes collaborations se sont plus passées au Québec. J'en avais déjà. Là, ça a juste explosé. Ça a renforcé encore plus ma présence au Québec, mais aussi ma présence en tant que personnalité qui fait du plein air, de l'aventure, puis qui se crée des aventures puis des petits voyages à même le Québec, tu sais. Fait que ça a été hyper bénéfique pour mon travail. J'ai pu mettre du temps à fond sur ma boutique en ligne. J'ai pris du temps à être en couple, à être en famille, à être présente au Québec, ce que j'avais pas vécu depuis les 6 dernières années, les 8 dernières années maintenant. Fait que ouais, ça a été du beau, puis c'est ce qui a amené à ce qu'on décide de... Mais peut-être que c'est ça, mais je me dis, si j'avais été 6 mois par année à l'étranger, est-ce que mon couple aurait été au niveau où il est maintenant? On a vécu 24 heures sur 24, là. Mm-hmm. J'ai su assez rapidement que c'était l'homme de ma vie, là. Oui. Puis... c'est un bon test, là. C'est un méchant bon test. C'est ça aussi qui nous a amené à s'acheter une maison. Puis c'est ça qui nous a amené à avoir un bébé. Ben sûrement, ça a sûrement tout propulsé les choses plus rapidement. Puis c'est vraiment pas plus mal pour autant. Même que je pense que c'est exactement ça qu'il fallait qu'il arrive. Je trouve que la vie est bien faite. Puis tout est parfait. Tout est toujours parfait, en fait. Dans le sens que ce qui nous arrive sur notre route, c'est fait pour que ça nous arrive, point. Puis ça, j'ai toujours eu cette grande confiance-là en la vie. Fait que, ben écoute, on a une pandémie, ben parfait. On va faire avec, puis on va trouver des moyens de sortir le bonheur de tout ça. Puis là, on est à l'aube de peut-être recommencer à voyager. Puis je voyagerai pas tout de suite parce que je vais accoucher. Oui, puis... ça, faut que tu te donnes du temps. ouais. Mais c'est bien correct. On dirait que je vis très bien avec ça. J'ai hâte de repartir, mais je vais repartir avec ma petite fille, puis avec mon chum, puis on va partir voyager à l'étranger quand ça va être le temps. Puis d'ici là, ben on s'amuse au Québec, puis on fait plein de belles aventures, on voit notre monde, on fait des soupers. Ça me fait du bien aussi de retravailler sur ma vie sociale du Québec, là. Oui. Veux pas, quand t'es tout le temps absent, ben tu vois moins tes amis autour, tu vois moins ta famille. Là, c'est vraiment tout le contraire, puis je me nourris énormément de ça aussi. Mais là, je suis curieuse. Là. Je sais que, bon, il y a plein d'étapes. Ton arrivée dans la maternité, tout ça qui s'en viennent avant de repartir, mais y a-tu ça mijote-tu? Là? Y a-tu des endroits, là? C'est quoi les prochains endroits que tu aimerais visiter éventuellement? Partout! J'ai tellement hâte. On dirait que n'importe où, je m'en fous. En fait, je veux juste repartir voyager. Fait que,
Écoute, l'Europe me tente énormément. Là. Moi, mon chum, avant que la pandémie arrive, on était supposé d'aller passer 2-3 mois, tu sais, de se louer un appartement, puis de faire du télétravail depuis cet endroit-là. Fait que là, on s'est dit, bon, on n'a pas pu le faire en pandémie, ben on va le faire avec le bébé, tout simplement. Fait que l'Europe, où exactement, on avait identifié le Portugal, le sud de la France, qu'on aimerait peut-être aller passer du temps là. Est-ce que ça va arriver? Je le sais pas. La vie, on verra bien. J'aimerais bien ça m'en aller dans une destination chaude, retourner faire du surf sur le bord de la mer. Ça me manque ça aussi. Fait que ça, est-ce qu'on pourrait faire ça peut-être au printemps avec un petit bébé de 3-4 mois? Je pense que oui. Fait que on a des beaux plans de voyage, mais pas de destination fixée pour l'instant. Mais j'ai le goût d'aller partout. Comment tu entrevois la conciliation travail-famille, tu sais, parce que veux pas, ça va avoir quand même un impact sur ton quotidien, là, d'avoir un petit bébé à t'occuper? Hey, je le sais tellement pas, là. Ça m'angoisse un peu, pour être franche, là. Oui, ça doit, là. J'envie tellement ceux qui n'ont pas à penser à ça, ceux qui ont un congé de maternité pur, que leur responsabilité, ça va être le bébé, la maison. Fait que là, moi, ma responsabilité, ça va être une boutique en ligne, 3 employés, mon métier d'influenceur, des courriels qui rentrent à chaque jour, un bébé, puis aussi une maison à gérer, etc., etc. Fait que c'est un peu stressant de dire... C'est un peu stressant de se dire que je vais avoir tous ces chapeaux-là. Mm-hmm. Mais comme dans n'importe quoi dans la vie, je m'arrange, je me débrouille, puis je devrais réussir à faire de quoi avec tout ça. C'est sûr que je veux prendre des journées de congé, un certain congé de maternité pour vraiment me consacrer au bébé. Puis tu sais, j'ai des superbes employés qui vont m'aider à gérer le tout pendant que je vais être un peu plus absente. Mais je sais que je serai pas capable de décrocher complètement. Fait qu'il va sûrement y avoir des petits meetings ici et là pendant que le bébé dort. Puis j'ai aucune idée. Tu sais, je pourrais bien me faire des objectifs genre je vais traîner le bébé au travail. Je vais avoir plein de contrats qui vont m'amener à y aller avec le petit bébé. Mais je veux pas me mettre ces attentes-là parce que je veux pas faire comme mon Dieu, je suis même pas capable de faire ça, tu sais. J'ai pas le goût de ça. Fait que je me laisse vraiment une page blanche. Puis je m'arrangerai quand je vais être rendue là. Mais je sais que j'ai des super filles qui vont pouvoir m'aider au niveau de l'entreprise. Puis j'ai mes parents qui habitent au-dessus de chez nous parce qu'on s'est acheté une maison bigénérationnelle. Oh, wow! Ouais. Puis mes parents qui étaient à Montréal, mon père a eu un contrat de travail à Québec. Ils ont dit, on peut-tu vous louer votre appartement en haut de chez vous? Ben oui, venez-vous-en. Puis au bout de 5 mois, ils ont fait comme, on resterait peut-être. Fait qu'ils ont vendu leur maison à Longueuil, puis et voilà, ils sont là en permanence. Fait que d'avoir mes parents aussi, ça amène une petite confiance que si j'ai besoin d'aide, ils sont là, tu sais. Wow, un gros plus, là. Ouais, vraiment. Tantôt, t'as dit, c'est difficile de décrocher. Est-ce que Lydiane est capable? Comment? C'est de plus en plus. OK. Parce que je me suis imposé une hygiène de vie puis une limite. Quand t'es entrepreneur, déjà là, c'est très difficile de décrocher. Puis là, tu sais, j'ai différents chapeaux. J'ai les réseaux sociaux, mais j'ai aussi l'entreprise. Oui, c'est difficile de décrocher. Il faut vraiment se limiter. Fait que moi, la consommation de réseaux sociaux, là, d'Instagram ou de Facebook personnel, j'en fais pas. Je sais jamais qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Je ne consomme pas les réseaux sociaux au niveau personnel. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est du travail. Point. Fait que ça, c'est une limite que je me suis imposée parce que sinon, j'étais trop là-dessus tout le temps, tu sais. Après ça, tu sais, quand je pars en vacances, il faut vraiment que je délimite et que je me dise, ça, c'est des vacances personnelles. Et il n'y aura pas de production de contenu, même si ça va être défrayé par moi. Puis même si l'attrait est facile, tu sais, dans le sens que je pourrais là juste écrire à une compagnie de location de van, dire « Hey, est-ce que je peux louer votre van en échange de visibilité sur mes réseaux sociaux? » Mais je le fais pas parce que sinon, c'est du travail. Ça ne s'appelle plus des vacances. Fait que j'essaie vraiment
d'encadrer ça. Puis c'est tough parce que ça l'amène des gros impacts financiers, tu sais. Je vais payer pour mon voyage au complet, ce qui est très normal. Mais quand tu as l'option de pas payer pour ton voyage au complet, c'est attrayant. Mais ça t'amène à pas décrocher non plus. Fait que j'ai compris que j'avais besoin de cette paix mentale-là durant des petits séjours, tu sais, comme là, mon séjour de yoga et méditation, j'ai pas sorti mon téléphone une fois, il a été sur le mode avion pendant 3 jours. Alléluia! Oh, wow! Fait que, tu sais, j'avais fait aussi une retraite escalade et yoga, même affaire. Il y a eu des photos qui ont été prises par quelqu'un. Je les ai postées après par la suite, mais moi, je n'ai pas sorti mon cellulaire. Je n'ai pas travaillé sur du contenu. Je n'ai pas pensé à du contenu. Fait que, mais tu sais, comme quand j'étais allée à Vancouver, c'était un voyage semi-personnel. J'avais des photos à faire, etc. Fait que, puis j'avais des courriels à répondre ici et là. Fait que ça a été un voyage qui m'a fait du bien, mais j'ai pas complètement décroché. Fait que maintenant, je le sais, mais ça a pris... Pour vrai, ça a pris 6 ans avant que je comprenne que je devais me prendre des vacances, là. Puis que mon séjour avec tourisme, je sais pas moi, Outaouais, n'était pas que des vacances, était du travail. Oui, il y a du plaisir, mais il y a du travail. Puis qu'il fallait que je comprenne qu'il y a une limite, puis que je dois tracer une ligne. Est-ce que... En fait, là, je passe du coq à l'âne. Je sais pas pourquoi ça m'amène là, mais écoute, the show must go on, on y va. Tu sais, on voit plein de belles photos. Tu sais, je veux dire, je pense que instinctivement, la création de contenu est peut-être venue de façon naturelle, mais tu as un plaisir pour la photo. T'adores ça. Puis il y a des photos extraordinaires, autant sur tes réseaux sociaux que dans tes livres. Mais des fois, tu te dis, mais oui, mais c'est qui a pris cette photo-là? Tu sais, est-ce que les gens avec qui tu voyages ont des talents en photographie? Parce que des fois, t'es sur les photos, là, c'est pas toi qui l'as pris. C'est quoi tes trucs, là? Je suis bien curieuse là-dessus. Ça s'appelle un trépied. Et un retardateur! Et un retardateur. Ça l'aide. Fait que ça est quand même arrivé souvent que j'ai pu me prendre des photos de moi juste avec un trépied. Sinon, c'est arrivé très peu souvent que j'ai voyagé avec quelqu'un qui était très bon en photo. Par contre, ça se coach des gens. Fait que, tu sais, de dire, OK, je te place, tiens, voici la photo, tu pèses là, ça devrait bien aller. Mais je te dirais que mon chum, je suis vraiment choyée, là. Mon chum, il aime ça, prendre des photos, et il a développé une aisance et capable de cadrer bien. Wow. Fait que, depuis 2 ans, j'ai des superbes photos grâce à mon chum, qui prend mon cellulaire. Tu sais, lui, il touchera pas à une caméra, mais il prend mon cell, puis il fait des très, très, très belles photos. Et c'est aussi bon que qu'est-ce que je pourrais faire, ou presque, là. Fait qu'il est excellent. Puis des fois, je vais lui dire, peut-être que tu pourrais te placer comme ça, je verrais ça de même. OK. Puis il se place, puis il est super motivé. Fait que, ouais, il est cool. Lui, il dit que c'est sa façon de redonner quand, mettons, il a le droit d'être invité gratuitement. Parce que, mettons, quand je suis invitée par un office de tourisme ou autre, j'ai tout le temps le droit à un +1, à une personne en supplémentaire. Fait que mon chum, il dit, moi, c'est ma façon de te remercier. Je te prends en photo. C'est quoi les plus grands défis que tu as à faire face dans ton métier, tu sais, qui est quand même assez récent, là? Ça s'est comme développé aussi avec les réseaux sociaux, tout ça? Je te dirais que c'est pas des défis, mais plus des constatations de j'ai une responsabilité sociale. Je suis influenceur, donc j'ai ce mot-là, mais bref, productrice de contenu sur les réseaux sociaux. On s'en fout. Mais dans tout ça, c'est que je porte un message. Je porte un message, je donne l'exemple sur certaines choses. J'ai donc une responsabilité sociale de ce que je transmets comme information sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire, si on y va plus concrètement, la pandémie. Je pouvais pas me foutre des règles sanitaires. Même si j'étais pas toujours en accord avec certaines règles, il fallait absolument que je respecte point par point les règles sanitaires parce que c'est mon devoir de respecter ça et de démontrer la bonne conduite à tout le monde. Si tous les influenceurs démontrent qu'ils ne suivent pas les règles, on va avoir l'air de quoi comme société? Genre... Fait que je me devais d'encourager cette façon-là de faire, autant que pour moi, ça a été important de me faire vacciner parce que c'est un peu c'est comme si je suis pas une diplomate ou je suis pas une politicienne, mais
j'ai quand même ce certain devoir-là d'être une bonne citoyenne. Et d'être une bonne citoyenne dans tout. Au niveau de l'environnement, mais ça, c'est vraiment des valeurs qui me tiennent à cœur, mais de prôner des bonnes actions au niveau de l'environnement, respecter les règles, de pas, quand je suis dans un parc glacé Pâques, de pas sortir des sentiers pour aller faire telle photo, penser à l'environnement. Est-ce que je peux installer ma tente ici où je pile sur une végétation qui est rare? C'est toute cette espèce de troisième voie qui est derrière qui dit... Puis moi, là, que les règles, là, ça a jamais été... j'ai jamais été de même, là. J'ai tout le temps aimé comme... pas toujours suivre les règles, mettons. Quand on me donnait des règles, j'avais plus tendance à pas les faire. Fait que pour moi, c'est un apprentissage de d'avoir un peu cette responsabilité sociale-là à transmettre et faire selon les règles et faire selon ce qui est bien puis ce qui est bon pour l'environnement. Ce qui m'amène à être finalement une meilleure personne parce que j'ai cette responsabilité-là. Fait que c'est pas mal pour autant, mais c'est un bon défi pour mon genre pour moi, pour ma personnalité, mettons. J'ai le goût, j'ai un dernier segment qui s'en vient dans les prochaines minutes. Mais je souhaite faire un petit quiz rafale, tu sais, parce que là, t'as tellement vu comme plein de choses, là. Fait que là, puis là, on a une globe trotteur, là, fait qu'il faut en profiter. D'abord, la destination où tu pourrais retourner demain, là, tu sais, que t'aimerais revoir, il faut que tu revoies, là, absolument. Je retournerai en Indonésie. Ah oui, pourquoi? Ouais, puis, pour le yoga, la qualité du yoga, la qualité de la nourriture. Il y a plein de cafés vegan là-bas. La culture vegan est immense. La culture santé, la méditation là-bas, la nature est luxuriante, la mer, etc. Fait que moi, je retournerai en Indonésie, plus précisément du côté de Bali. Ça, c'est une place que j'aimerais vraiment, vraiment retourner bientôt, là. Les plus beaux couchers de soleil, t'es as vus où? Et là. J'aurais comme tendance à te dire... il y en a tellement eu des magnifiques couchers de soleil, mais on donne pas notre place au Québec. On a des super endroits pour admirer le coucher de soleil, si je pense juste au Bas-Saint-Laurent, mettons. On n'a rien à envier au restant du monde, là. Mais c'est sûr que quand t'es du côté Pacifique aussi, les couchers de soleil sont exceptionnels. Sur la mer, là, c'est tough à dire, mais je te dirais Québec dans les tops, puis après ça, toute la côte Pacifique, dès qu'il y a la possibilité d'avoir un coucher de soleil, habituellement, c'est assez mémorable. Un des voyages les plus marquants, tu sais, qui t'a l'impression là, qui t'a vraiment changé, je présume qu'à tout à leur façon, là, mais tu sais, t'es revenu au Québec, t'as fait « Oh, OK, je suis une nouvelle personne. » Le Moyen-Orient. Quand je suis allée au Moyen-Orient, j'avais fait Jordanie, Israël, Oman, puis les Émirats arabes unis. Puis, je suis revenue changer. Je suis revenue avec une nouvelle vision de la réalité de qu'est-ce qui se passe par là-bas, puis de comprendre que ce qu'on entend dans les médias n'est pas toujours la représentative de qu'est-ce qui se passe réellement. Puis que c'est toujours teinté un peu de mauvaises nouvelles quand il se passe tellement de belles choses là-bas. C'est pas aussi pire qu'on peut le penser au niveau de la condition de la femme, au niveau de voyager en tant que femme seule là-bas. Fait que, je suis revenue très changée, bouleversée, avec une nouvelle conscience de qu'est-ce qui se passe dans ce coin-là. Un des endroits qui t'a le plus surprise? Agréablement ou négativement? Agréablement, puis qui t'a peut-être plus déçu, tu sais? C'est sûrement arrivé. Bien sûr. Agréablement, l'Islande. On le sait, on en entend, c'est spectaculaire, etc. Mais on dirait que dans ma tête, il pleut, puis il pleut. Il fait fret. Et finalement, ça m'a jeté à terre, cette destination-là. J'ai passé pourtant juste 10 jours.
Puis on dirait que c'était merveille de la nature après merveille de la nature que je voyais, puis toujours des merveilles encore plus belles les unes que les autres. On dirait que je pouvais pas croire que c'était aussi beau que ça. Et c'était beau de chez beau. Malgré la pluie, malgré le mauvais temps, on dirait qu'on s'en fout rendu là parce que c'est juste incroyable. Puis une destination qui m'aurait déçue, je dirais, c'est le Vanuatu. J'en parle un peu dans le livre. J'en parle-tu dans le livre, je pense? Je crois que oui. Mais destination que je m'attendais vraiment d'être enivrée par le côté exotique. C'est dans quel coin, ça, pour situer les gens? Oui, en effet, c'est vrai. J'oublie. Vanuatu, c'est à environ 2 heures de vol d'avion dans le Pacifique à partir de la Nouvelle-Zélande. OK. Donc, à des heures de Hawaï, mais à, mettons, 2 heures des îles Fidji. OK. Fait qu'on est dans le coin de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les îles Salomon, dans ces coins-là. Puis le Vanuatu, c'était un pays que je connaissais pas, mais que je m'attendais vraiment à être agréablement surprise par le côté exotique, par la nature, par les gens. Et ça a été tout le contraire, là. Ça a été une destination qui m'a donné froid dans le dos, puis j'ai eu péripéties après péripéties négatives qui me sont arrivées. Puis j'ai compris que c'était juste pas un pays pour moi. Mais hyper dangereux pour une femme seule. Je le conseille absolument à personne comme destination. Parfait, prenez des notes. Je sais pas s'il y a des gens qui avaient prévu aller là, mais... Je penserais pas. Faut vraiment que tu veuilles y aller, là, dans ce coin-là. Il faut vraiment que tu sois dans le coin pour y aller et que ça soit pas nécessairement ta destination numéro 1. Mais moi, c'est parce que mes parents habitaient en Nouvelle-Calédonie, puis c'est une île très, très proche de la Nouvelle-Calédonie. Je me suis dit, Vanuatu, ça a l'air cool, il y a un volcan actif, il y a de la plongée sous-marine, nanana, nanana. Ouais, c'est ça. Claque d'en face. OK. Bon, fait qu'on va pas là. C'est sûr que t'en as des milliers, là, mais tu sais, un des plus beaux souvenirs que t'as à l'extérieur du pays que tu fais, hey, ça, je pourrais jamais oublier ça. Oh mon Dieu, quand même. C'est dur, là, je sais. OK, un des beaux souvenirs, un des beaux moments que j'ai partagé, c'est avec ma sœur en Patagonie, du côté du Chili-Argentine, là, tout dépendant, là, des fois, tu chevauches l'Argentine puis le Chili. Mais on avait fait un trek de 6 jours en autonomie, puis ça a été un des plus beaux moments de ma vie. Un, de le partager avec ma sœur. 2, d'être dans ce décor, ce somptueux décor-là, de paysages invraisemblables, aussi beau que l'Islande. À marcher à tous les jours là-dedans, puis à partager ces moments-là avec ma sœur. Un de mes plus beaux souvenirs. Et finalement, une rencontre marquante, tu sais, qui te suit, ou en tout cas qui a encore un impact sur la Lydiane d'aujourd'hui? C'est une rencontre, le gars, il sait même pas que c'est une rencontre pour moi qui a été déterminante. Je sais même pas son nom, mais moi, je le surnommais Jésus. Il avait l'air de Jésus. Ah, de l'image que je me fais d'un Jésus, c'est ça. C'était aux îles Fidji, je revenais du Vanuatu. J'avais été complètement traumatisée par cette destination-là. J'arrive aux îles Fidji, je débarque sur une petite île bien simple et il y a un gars nu-pied, en chest, avec des cheveux longs. Il est anglophone et il vit sur l'île et il échange son temps. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il enseignait aux enfants, puis en échange un peu de nourriture puis d'un petit lit à terre. Il vit simplement, il n'y avait aucun vêtement. Et je sais pas pourquoi je suis tombée sur lui, mais on a jasé et ça a été une des discussions qui m'a le plus changé, si on veut. Une discussion qui m'a dit de pas avoir à me forcer pour m'adapter à un pays ou pour aimer un endroit. J'ai le droit de pas me sentir bien dans un endroit, puis de juste continuer son chemin, de juste partir vers une autre destination. Puis c'est pas plus compliqué que ça, mais on dirait qu'il me donne cette permission-là de dire, ben c'est correct que ça l'aille pas ou que ça fitte pas. Ben change de situation, tu sais. T'es pas obligé de rester dans ta situation pour te prouver à toi-même que t'es capable de t'adapter à un pays, tu sais. Pour moi, c'était ça, tu sais. Cette espèce de désir d'être une globe-trotteur qui est capable de s'adapter à tout. Ben non, j'ai une réalité, je suis une femme. Puis il y a des réalités qui sont plus difficiles à gérer dans certains pays. Puis pas au profit de ma santé ou de mon intégrité physique ou de juste ma vie, tout simplement, tu sais. Fait que de me faire donner cette permission-là, de me dire, Lydiane, quand t'es pas bien dans une situation, tu changes, point.
Puis on dirait que maintenant, ça s'applique aussi dans toute ma vie. Je suis dans une situation qui me plaît pas. Ben, je prends les efforts et je fais les efforts pour changer cette situation-là. Je vais pas rester dedans pour prouver à qui que ce soit, ni à moi-même et ni aux autres, que je suis capable de relever le défi ou que je suis capable de... Non, ça marche pas, ça va pas. On met les efforts pour changer. Fait que bref, un gars qui m'avait beaucoup inspiré puis que j'ai eu une conversation de 2 heures avec lui et qui sait pas à quel point ça l'a pu changer beaucoup. Et ça, en fait, moi, après le Vanuatu, je m'en retournais au Québec. Je finissais mes voyages. J'étais comme, OK, ben c'est pas pour moi les voyages. C'est terminé. Tellement que j'avais été traumatisée. Puis c'est lui qui m'a permis de repartir à neuf et de continuer à voyager et peut-être de devenir qui je suis maintenant aujourd'hui puis de garder confiance en mes moyens puis en ma personnalité. Wow, c'est fou à quel point des fois il y a des gens qui arrivent sur notre route qui peuvent avoir un impact tellement grand sans nécessairement s'en rendre compte ou le savoir. Ouais. Là, c'est fou là, parce que tu étais quasiment à la croisée des chemins, puis cette rencontre-là t'a permis de te ressaisir puis de faire « OK, non, je continue ». Exact. C'est très beau. Il faut pas sous-estimer les rencontres qu'on fait, ni... ça peut être que nous, on apporte quelque chose à quelqu'un, mais ça peut être que la personne nous apporte quelque chose. Fait que faut jamais sous-estimer qui on rencontre, puis il faut surtout pas juger de l'apparence physique. Clairement, ce gars-là... mais il a fait vraiment une grande différence, puis ses paroles philosophiques, c'est pour ça que je l'appelais Jésus, ses paroles philosophiques m'ont bien fait du bien. J'aimerais qu'on termine avec le petit segment qui s'appelle les 3 petites questions. Et ces 3 questions que j'ai posées à toutes mes autres invités. Donc, ce sont les mêmes, mais je trouve ça super trippant de pouvoir connaître chacune de vos visions de ces 3 questions-là. Parfait. Alors, la première va comme suit. Qu'est-ce qui fait de toi une tête de cochon? Je me vois comme un train qui avance, OK? Un train qui avance à vive allure. Il y a personne qui va m'arrêter. Il y a personne qui peut m'arrêter. Tu jumps dans le train avec moi, puis on le conduit ensemble, ou tu fais pas partie de ma vie. Puis ça se passe plus pour quelqu'un avec qui je partage, mais je suis déterminée, j'avance dans la vie, puis j'avance dans une direction. Puis quand j'ai une idée en tête ou que j'ai un projet, ben j'y vais, puis je vais pas à moitié. Fait que ça peut être déroutant pour certains, puis ça peut être aussi pas très le fun pour des partenaires qui ne partagent pas cette vision-là ou qui trippent pas sur ma façon de vivre ma vie, tu sais, ou qui auraient voulu essayer de me retenir. Ça va être pire, je vais juste fuir plus rapidement. Fait que ça, je pense que je pourrais avoir... puis quand je passe à autre chose aussi, je passe à autre chose. Fait que je pense que la tête de cochon vient de... ouais, elle s'applique. Ça s'applique. Oui, ça s'applique vraiment. Quel conseil donnerais-tu aux autres têtes de cochon qui désirent foncer? Aïe, aïe, aïe. De considérer les gens autour. C'est ça que je travaille. De considérer les gens qui partagent notre vie puis de les faire embarquer dans leurs projets avec eux. De partager ces projets-là, d'avoir des alliés avec eux, de pas être seul dans leur train ou dans leur... Fait que... ouais, je pense que c'est ça que je donnerais comme conseil parce que avoir des bons alliés avec soi, que ce soit des employés ou son partenaire de vie, c'est la meilleure chose de pouvoir partager des buts et objectifs puis partir de l'avant. Tu sais, moi, je parle de tête de cochon parce que tête de cochon, pour moi, c'est quelqu'un qui fonce dans la vie puis qui fonce à plein. Mais je pense que tête de cochon, ça peut aussi s'appliquer dans le quotidien. Ça, je connais moins ça puis je te dirais que je pourrais pas donner de... Moi, ma tête de cochon vient vraiment dans mes projets puis dans mes décisions. C'est ce qui fait que je suis rendue où ce que je suis rendue. C'est ce qui fait que je trippe à être entrepreneur puis c'est ce qui fait que je peux pas travailler pour personne. Parce que j'ai besoin de runner mes propres projets à ma vitesse, selon ma façon. Puis d'avoir des bons alliés, je pense que c'est le best. La dernière question et non la moindre. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser d'ici 10 ans? Hey. Pour vrai, je suis pas du genre à me mettre des objectifs ni de 5 ans, ni de 2 ans. Ce genre d'objectifs-là, ça me parle zéro parce que
j'aime beaucoup me laisser porter par les opportunités, par ce que la vie m'amène. Fait que de me mettre des objectifs, c'est comme si je me mettais je bouchais mes yeux sur toutes les belles opportunités qui peuvent se présenter, qui pourraient changer ma vie 180 degrés, 360 degrés. OK, mais d'abord, je reformule. Juste pour toi. Oh, OK, parfait. Qu'est-ce que ta tête de cochon souhaite réaliser dans l'avenir? Oh, dans l'avenir. Ben, encore là, je vais continuer sur mon petit truc. Je souhaite juste vivre du bonheur et continuer à être sur mon X. Point. C'est ça que je souhaite. Wow. On termine là-dessus. C'est parfait. C'est une conclusion extraordinaire. Merci tellement, Lydiane, pour ton temps, ta générosité. J'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir là, à te jaser, puis je souhaite vraiment que ça puisse nourrir et inspirer les autres têtes de cochon qui nous écoutent. En tout cas, moi, la mienne est nourrie. Là, écoute, là, je suis prête. Go! Il est où le prochain train que j'embarque dedans, là, tu sais? Ben merci, ça a été très réciproque. J'ai beaucoup aimé jaser avec toi, puis jaser de trucs qui pouvaient être profonds, personnels. C'est le fun d'aller vers ça aussi, puis d'aller plus loin, d'aller creuser un petit peu plus loin. C'est le fun. Merci. Et voilà, c'est ce qui conclut la première saison de Tête de cochon. Merci tellement d'avoir été présent et surtout à l'écoute. Sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes en tout temps sur les grandes plateformes d'écoute. N'hésitez pas à partager et commenter vos épisodes préférés. C'est toujours agréable de vous lire. Sur ce, je vous dis à très bientôt.